Alors bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel consacré aux différentes formes d'un nombre imaginaire. On va, euh, on va vraiment ici étudier les propriétés de ces formes. Il faut imaginer ça un petit peu comme le travail qu'on avait fait sur les fonctions trinomiales, hein. Les fonctions trinomiales ont différentes écritures. Il y a la factorisée, la canonique, la développée. Et chacune de ces écritures va être adaptée à un type de problème, à un type de calcul. C'est exactement pareil pour les complexes en fait. Donc si vous avez retenu cette espèce de propriété magique qu'ont certaines écritures de pouvoir transformer de forme, enfin changer de forme, un peu comme des super-héros vont endosser différents costumes pour différentes missions, ben, si vous avez retenu ça, je pense que vous n'aurez aucun problème à appréhender les différentes formes donc d'un nombre imaginaire. Avant de commencer, juste quelques rappels sur l'argument et tout d'abord les prérequis. Vous avez bien sûr besoin d'avoir suivi la relation précédente. Bon, la relation de Charles sur les angles, on la reverra, mais c'est bien quand même de l'avoir en tête. Mais surtout, le plus important, c'est de relire un petit peu son cours sur exponentielle, et en particulier la partie concernant l'équation fonctionnelle d'exponentielle. Et en trigonométrie, savoir développer le cosinus d'une somme et le sinus d'une somme. Ce qu'on a vu donc sur la séance précédente, sur le tutoriel précédent, c'est que l'argument, il est défini comme étant l'unique angle, tel que, donc, à chaque nombre z, on associe cet angle, et il vérifie, z sur module de z, s'écrit cos θ plus i sinus θ. Ce qu'on peut dire autrement, c'est que la partie réelle de z sur son module, c'est cosinus θ, la partie imaginaire de z sur son module, c'est sinus θ. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve θ, en identifiant partie réelle et partie imaginaire de z divisé par son module. Donc si on vous demande de calculer l'argument d'un nombre, première chose, on calcule le module du nombre. Ensuite, on divise le nombre par son module et on cherche à identifier partie réelle et partie imaginaire. Il y a évidemment des valeurs remarquables des arguments, notamment dans le cas où le nombre complexe est un réel pur ou un imaginaire pur, et on verra ça un petit peu plus loin. Alors petit détail, l'argument n'a de sens que si le nombre complexe est non nul. On va maintenant voir les propriétés d'une certaine fonction que je définis maintenant. C'est une fonction qui va du monde des angles vers le monde des complexes, qui à chaque angle θ associe l'unique nombre complexe qui a pour valeur réelle cosinus θ et partie imaginaire sinus θ. Alors c'est une fonction, comme vous le voyez, qui va de deux ensembles qui sont un petit peu bizarres. Enfin, d'habitude on fait des fonctions qui vont des réels vers les réels. Bon, en fait, la notion de fonction, elle dépasse largement le simple cadre des réels. On peut pratiquement faire des fonctions de n'importe quoi vers n'importe quoi. On peut par exemple, je sais pas moi, faire des fonctions qui vont aller imaginons une espèce de fonction qui va aller de l'ensemble des êtres humains vers l'ensemble des nombres entiers, qui à chaque être humain lui associe son âge. Voilà, ça c'est une fonction typiquement. On peut aussi définir des fonctions qui vont aller, je sais pas moi, de l'ensemble des licornes vers l'ensemble des nombres entiers, et qui, à chaque licorne, lui associe le nombre de fois qu'elle est descendue sur Terre en passant par un arc-en-ciel. Voilà, vous voyez le genre de fonction qu'on peut définir. Donc la fonction, c'est pas uniquement pour les maths, hein, il y en a beaucoup en physique, notamment des fonctions temporelles, c'est-à-dire qui à chaque instant associe quelque chose, par exemple la température, ou je sais pas, la vitesse, ou bref, bon. Donc là, c'est une fonction qui va du monde des angles vers le monde des complexes, et qui, à chaque angle θ, associe cos θ plus i sinus θ. Et ce qu'on va voir, c'est que cette fonction transforme les sommes en produits, c'est-à-dire si je prends le produit de deux images, et bien en fait, c'est l'image de la somme. Donc, ici, je prends phi de θ1 fois phi de θ2. Donc si je reprends, ça revient à prendre cos de θ1 plus i sinus θ1 fois cos de θ2 plus i sinus de θ2. Donc je développe cette expression, j'isole partie réelle, partie imaginaire, et en me souvenant de mes formules du cosinus d'une somme et du sinus d'une somme, je reconnais que la partie réelle de ce nombre, c'est la forme développée du cosinus de θ1 plus θ2, et que la partie imaginaire de ce nombre,
c'est la forme développée de sinus de θ1 plus θ2. Ça veut donc dire qu'en fait, phi θ1 fois phi θ2, je peux le réécrire sous cette forme, sous la forme qui est encadrée là. Et donc phi θ1 fois phi θ2, c'est en réalité phi de θ1 plus θ2. Donc, cette fonction phi a exactement les mêmes propriétés qu'exponentielle, et c'est ce qui justifie en partie, uniquement en partie, il faudra que vous attendiez un petit peu pour faire la justification complète, c'est ce qui justifie en partie l'écriture d'exponentielle. Donc, exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Donc, voilà, à chaque fois qu'on aura du cos θ plus i sinus θ, autrement dit, à chaque fois qu'on aura un nombre complexe dont l'image est sur le cercle trigo, eh ben on pourra l'écrire sous la forme exponentielle iθ avec θ l'argument du nombre complexe. Et donc, ce qui est très intéressant ici, ça va être en particulier quand on va prendre des puissances. Alors, remarquons une première chose, c'est que le module de exponentielle iθ, c'est 1. Pourquoi? Parce que l'image de ce nombre, là, cos θ plus i sinus θ, elle est sur le cercle trigo, et que le module, il correspond à la distance au centre. Voilà, ça c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, elle concerne les propriétés de l'argument, qui se démontrent en fait un petit peu comme ces calculs-là, mais moi dont je vais juste vous donner l'intuition. Vous pourrez tout à fait refaire la démonstration chez vous, et d'ailleurs je vous le conseille, mais je vais le faire de manière intuitive. Alors, avant ça, j'oubliais quelque chose, c'est de définir une troisième forme pour les nombres complexes qu'on appelle la forme exponentielle. Donc on avait vu précédemment la forme trigonométrique, qui me dit que z c'est égal à son module fois cos θ plus i sinus θ avec θ l'argument. Mais comme on a vu que cos θ plus i sinus θ, on peut l'écrire exponentielle iθ, cette forme-là, on va l'appeler la forme exponentielle. Donc encore une fois, pour calculer une forme exponentielle, c'est exactement pareil que de calculer une forme trigonométrique, sauf qu'à la place de cos θ plus i sinus θ, on écrit exponentielle iθ. Alors, donc revenons à ce que je viens d'annoncer, c'est-à-dire les propriétés de l'argument. En fait, on va analyser l'argument comme en quelque sorte la fonction réciproque de phi. Alors je m'explique. Phi donc va du monde des angles vers le monde des complexes. À chaque angle θ, il lui associe cos θ plus i sinus θ, ce qu'on note également exponentielle iθ. Et ce qu'on a vu sur phi, c'est que l'image de θ1 plus θ2, c'est phi de θ1 fois phi de θ2, c'est-à-dire exponentielle iθ1 fois exponentielle iθ2. Donc, comme phi transforme les sommes en produits, eh bien l'argument qui est la fonction réciproque de phi va transformer les produits en sommes. Donc c'est ce qui est, donc ça c'est une démonstration très partielle. Si vous voulez faire la démonstration complète, vous devez prendre un cas général, c'est-à-dire considérer un nombre quelconque, donc qui n'est pas de module 1, deux nombres quelconques et regarder l'argument de leur produit en faisant le calcul avec la forme trigonométrique. Donc vous calculez le produit des deux nombres avec la forme trigonométrique, et c'est exactement le même calcul que celui-ci, donc que je vous remontre, c'est-à-dire vous allez retrouver une forme comme ça, cos θ1 plus i sinus θ2 fois le produit des modules. Donc je vous laisse le faire. Si vous avez des questions là-dessus, envoyez-moi un petit mail. Donc, on a vu que l'argument transformait un produit en somme, c'est ce que j'ai écrit dans cette proposition. Si je prends deux nombres complexes non nuls, il faut que aucun des deux ne soit nul. La fonction argument donc transforme le produit de ces deux nombres en la somme des arguments. Et puis, comme elle transforme un produit en somme, elle va transformer un quotient en différence. Et puis comme elle transforme un produit en somme, elle va transformer une puissance n en n fois. Alors pourquoi ça? Je vous laisse le faire, ça se fait très bien par récurrence. Encore une fois, faites-le en exercice, c'est très intéressant. Vous faites une récurrence pour n supérieur ou égal à 1. Voilà pour les propriétés de l'argument à retenir donc. Il faut connaître bien sûr ces égalités dans les deux sens. C'est-à-dire quand vous avez une forme comme ça, il faut donc savoir passer à l'argument du produit. Puis si vous avez une différence comme ça, il faut passer à l'argument du quotient. Ça, cette deuxième ligne nous sera utile un petit peu plus loin. On va regarder donc quelques valeurs remarquables des arguments. D'abord, petit rappel sur l'interprétation géométrique de l'argument. C'est l'angle entre le vecteur unité de l'axe des réels et
le vecteur OM, M étant l'image de Z. Donc l'argument de Z, c'est ça, c'est l'angle θ que j'ai représenté ici. Si jamais Z est un réel pur, on sait qu'il est sur l'axe des réels. Ça veut donc dire que son argument c'est soit 0, soit π. Et en fait c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire ça marche dans les deux sens. Si l'argument est 0 ou π, ça veut bien dire que mon nombre a son image sur l'axe des réels, donc que mon nombre est réel. Deuxième petite remarque, si l'image de mon nombre est sur l'axe des imaginaires, ça veut dire que l'argument c'est soit π sur 2, soit moins π sur 2, enfin le contraire, pardon, soit plus π sur 2, soit moins π sur 2, et donc on a là encore une condition nécessaire et suffisante. Ce que je traduis par les deux équivalences suivantes, c'est-à-dire z est un réel pur, si et seulement si son argument est nul ou égal à π. Et puis z est un imaginaire pur, si et seulement si son argument est soit π sur 2, soit moins π sur 2. Encore une fois, ça ne fonctionne que pour des nombres complexes non nuls, parce que sinon l'argument n'a pas vraiment de sens, on ne peut pas vraiment le définir. On va maintenant voir quelques applications de l'argument, en particulier concernant l'angle entre deux vecteurs. Avant de passer à ces applications, j'ai besoin que vous vous remémoriez la relation de Chasles. Donc je prends trois vecteurs non nuls, et la relation de Chasles, elle dit que l'angle entre U1, U2 plus l'angle entre U2, U3, c'est l'angle entre U1, U3. Et on va voir dès maintenant une petite application de cette relation de Chasles. Alors comme pour le premier tutoriel, je définis deux nombres complexes Z1 et Z2, non nuls, hein, chacun de ces deux nombres est non nul, et A1, A2, B1, B2, qui sont les parties réelles et imaginaires de ces deux nombres. Et puis, je définis leur vecteur image. U1, c'est le vecteur image de Z1, U2, c'est le vecteur image de Z2. Et encore une fois, je me place dans un plan avec un repère orthonormé et le cercle trigonométrique associé. Alors, je vais appliquer la relation de Chasles à l'angle U1, U2, en passant par le vecteur de base E. Pourquoi je passe par le vecteur de base E? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une expression de l'angle U1, U2 en fonction des arguments. Et je sais que l'argument de Z1, c'est l'angle entre E et U1. Et je sais que l'argument de Z2, c'est l'angle entre E et U2. Ça, on l'a vu donc dans le tout premier tutoriel. Donc j'écris que U1, U2, c'est U1E plus EU2. Et puis pour me ramener à quelque chose de la forme EU1, eh bien, je remarque que U1E, c'est l'opposé de EU1. Donc voilà, par application de la relation de Chasles, j'ai que l'angle entre U1 et U2, c'est l'argument de Z2 moins l'argument de Z1. Alors pour se souvenir de cette petite chose, on peut encore une fois faire un dessin. N'hésitez pas à vous aider avec des dessins. Je trace U1 et U2, deux vecteurs, et puis je me dis, voilà, quel est l'angle entre U1 et U2? En fait, si donc l'angle, je vous rappelle, hein, en trigonométrie, on a vu, c'est le chemin parcouru par une fourmi qui se déplace sur le cercle trigo pour aller du premier point gris au deuxième point gris. Ce chemin ayant un signe, hein, suivant qu'on se déplace dans le sens par là ou par là. Donc, ce chemin que je fais pour aller de ce point gris à ce point gris, j'ai une autre manière de le faire, c'est de dire je fais d'abord le chemin de ici, de l'extrémité du vecteur E vers U2, moins le chemin de l'extrémité du vecteur E vers U1. On voit très bien que la différence fonctionne. Et donc je retrouve cette fameuse propriété qui est que l'angle entre U1 et U2, c'est l'argument de U2 moins l'argument de U1. Mais si on se souvient bien, l'argument transforme les quotients en différences. Donc l'argument de Z2 moins l'argument de Z1, c'est l'argument de Z2 sur Z1. Et c'est sous cette forme-là qu'on va souvent l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça nous donnera en fait un moyen de caractériser si deux vecteurs sont collinaires ou pas, ou si deux vecteurs sont orthogonaux ou pas. C'est ce qui suit. Donc le premier théorème, ou plutôt proposition, c'est une caractérisation de la collinéarité à l'aide des arguments. Donc ce que je dis, c'est que U1 et U2, ils sont collinaires, si et seulement si leur angle, c'est soit 0, soit π. Alors ça, il suffit de faire un dessin pour s'en apercevoir. Mais comme je sais que l'angle entre les deux vecteurs, c'est l'argument de Z2 sur Z1, bah ça veut dire qu'ils sont collinaires si et seulement si l'argument de Z2 sur Z1, c'est soit 0, soit π. Encore une fois, au multiple de 2π près. Mais ce que j'ai vu précédemment, c'est que l'argument d'un nombre
il est égal à 0 si et seulement si ce nombre est un réel. Ça veut donc dire que U1 et U2 seront collinaires si et seulement si Z2 sur Z1 est un nombre réel. Donc vous voyez qu'à partir de que ces quatre propositions-là sont équivalentes. Ça veut dire que pour caractériser la collinarité, j'aurai le choix d'utiliser ça, ça ou ça. Bien évidemment, quand on travaillera sur des complexes, le plus facile sera la dernière. On va avoir de la même manière une caractérisation de l'orthogonalité. Et encore une fois, ça s'énonce très facilement, ça découle très facilement. D'abord des propriétés sur les angles, et ensuite des propriétés sur l'argument. Je vais dire que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si l'angle entre ces deux vecteurs est pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ensuite, comme l'angle entre les deux vecteurs, c'est l'argument de Z2 sur Z1, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux si et seulement si l'argument du quotient de Z2 et de Z1, c'est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Mais on a vu que l'argument d'un nombre était égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, si et seulement si ce nombre est un imaginaire pur. Ça veut donc dire que j'ai une caractérisation de l'orthogonalité par le fait que Z2 sur Z1, c'est-à-dire le quotient des affixes, est un imaginaire pur. Je vous propose deux exercices pour s'entraîner. Voilà l'énoncé du premier exercice. J'ai un nombre qui a l'air compliqué, racine de 3 sur 2 plus i fois 1/2. Et je veux élever ce nombre à la puissance 2016, et je vous demande quelle est la forme algébrique de ce fameux nombre à la puissance 2016. Là, il faut vraiment que vous réfléchissiez à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, aux différentes formes d'un complexe, etc., etc. Voilà pour le premier exercice. Je vous laisse le chercher, vous pouvez mettre en pause, ou bien regarder l'énoncé du deuxième exercice. Donc voilà l'énoncé du deuxième exercice. Je me donne deux nombres, ZA et ZB, et je considère leurs images dans le plan complexe. Et je vous pose une première série de questions uniquement sur les nombres complexes. Donc vous allez déterminer la forme algébrique de ZB moins ZA sur ZA, puis vous allez déterminer le module de ZA. Vous allez également déterminer le module de ZB moins ZA, et à partir des trois premières questions là, vous allez conclure quant à la nature du triangle OAB. Et puis dans une seconde partie, vous allez redémontrer la nature du triangle OAB uniquement avec des calculs vectoriels. Voilà, donc je vous laisse chercher cet exercice, ça vaut le coup. Normalement, les trois premières questions, vous n'avez pas de problème pour les faire. Pour la quatrième, là, pour celle-ci, il faut se souvenir des interprétations géométriques de toutes ces choses. Alors, si jamais vous avez eu du mal sur l'exercice 1, sur le premier exercice, là, sur le nombre à la puissance 2016, il y a une indication dans la diapo juste après. Avant de regarder cette indication, j'aimerais que vous creusiez la tête sur l'exercice 1. Et seulement une fois que vous êtes creusé la tête, vous allez regarder l'indication. Bon, voilà l'indication. L'indication, c'est pour l'exercice 1, donc il faut utiliser la forme exponentielle, c'est vraiment la plus simple pour élever des nombres à la puissance. Donc en pratique, ça veut dire que vous allez calculer le module du nombre là et son argument. Voilà la correction donc de l'exercice. Voilà la correction de l'exercice 1. Attention, mettez en pause si vous ne voulez pas la voir. Allez, c'est parti. Donc je calcule le module de Z. Deux lignes de calcul me conduisent à trouver 1. Donc ça veut dire que Z, il a son image sur le cercle trigo, donc il s'écrit directement cos θ plus i sinus θ. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à trouver la valeur de θ. Alors en identifiant cos θ avec, que je dise pas de bêtises, c'était racine de 3 sur 2, et sinus θ avec 1/2, j'obtiens que θ c'est pi sur 6. Ça veut donc dire que mon nombre z s'écrit sous forme exponentielle i pi sur 6. Alors du coup, si j'élève z à la puissance 2016, en raison des propriétés d'exponentielle, ça va faire exponentielle de i fois 2016 pi sur 6. Mais ce qu'on voit, c'est que 2016 pi sur 6, c'est un multiple de 2pi. Donc, la mesure principale de cet angle, c'est-à-dire la mesure comprise entre moins pi et pi, eh bien c'est 0. Donc en fait, z puissance 2016, c'est tout simplement exponentielle i fois 0, c'est-à-dire 1. Donc vous voyez que, partant d'une formule qui a l'air horrible, on arrive à un résultat qui est très simple, qui est 1. Passons maintenant au deuxième exercice.
On calcule ZB moins ZA sur ZA, comme c'est indiqué. Pour éliminer le dénominateur, je multiplie par le conjugué numérateur et dénominateur pour obtenir quelque chose de réel au dénominateur. Donc une fois que j'ai fait tous ces petits calculs, j'obtiens que ZB moins ZA sur ZA, c'est I. Je calcule ensuite le module de ZA, j'obtiens racine de 10. Et puis, à partir des deux premières questions, je sais que le module de ZB moins ZA sur ZA, c'est le module de I, c'est 1. Mais en raison des propriétés du module, c'est aussi module de ZB moins ZA sur module de ZA. Ça veut donc dire, en regardant cette dernière égalité, que le module de ZB moins ZA, c'est exactement égal au module de ZA, c'est-à-dire racine de 10. Alors on va rassembler un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, pour traiter la dernière question. ZB moins ZA sur ZA, ça vaut I. C'est donc un imaginaire pur. Or, ZB moins ZA, c'est l'affixe du vecteur AB. Et ZA, c'est l'affixe du vecteur OA. Ça veut donc dire que les vecteurs AB et OA sont orthogonaux. Première remarque. Deuxième remarque, le module de ZB moins ZA, c'est égal au module de ZA. Ça veut donc dire que la distance AB est égale à la distance OA. Du coup, en fait, le triangle OAB est isocèle rectangle en A. On peut refaire tous ces calculs avec les vecteurs, et d'ailleurs en fait c'est plus facile avec les vecteurs. Si je calcule le vecteur AB, il a comme coordonnée moins 1, 3. Ici je ne développe pas les calculs, vous les referez à la maison. Sa norme est tout simplement racine de 10, ça veut dire que la distance AB c'est racine de 10. Vous voyez que c'est cohérent bien sûr avec ce qu'on a trouvé précédemment. De la même manière je calcule les coordonnées du vecteur OA, j'obtiens 3, 1. En fait c'est tout simplement les coordonnées du point A. Et sa norme, c'est également racine de 10. Ça veut dire que la distance OA, c'est racine de 10. Rien de bien surprenant, on est donc cohérent avec ce qu'on a fait sur les calculs de modules. Et si je regarde le produit scalaire de ces deux vecteurs, pour prouver l'orthogonalité, j'obtiens moins 1 fois 3 plus 3 fois 1, ce qui fait 0. Donc avec un petit calcul vectoriel, qui est au passage beaucoup plus simple que le calcul du quotient des deux complexes, là, j'ai prouvé l'orthogonalité. Donc j'ai prouvé à la fois l'égalité des distances AB et OA, et le fait que les vecteurs AB et OA sont orthogonaux. Donc j'ai prouvé que le triangle OAB est rectangle isocèle en A. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Passez de bonnes vacances, travaillez bien les complexes, ce sont des notions vraiment qu'il faut s'approprier, donc il faut en particulier aller dans votre livre et faites tous les exercices corrigés. Je vous conseille vraiment, d'abord vous regardez les savoir-faire, et ensuite vous faites tous les exercices corrigés. C'est le seul moyen, moi, que je vois pour que vous soyez à l'aise avec ces notions. Bonnes vacances quand même, à bientôt.